Bonjour à vous. Donc, je suis Armelle Damiano de l'association EL, donc, qui accompagne le développement de la filière méthanisation sur la Bretagne et le Pays de la Loire depuis quelques années. Donc, je vais animer cette conférence consacrée au sujet de l'innovation. Donc on va avoir, c'est une conférence assez courte qui est prévue sur 45 minutes avec deux intervenants. Donc dans un premier temps, Léo Bénichou, responsable recherche et innovation à la direction biométhane de GRDF, et qui va en avant-première vous présenter les futurs appels à projets et les futurs effectivement appels à projets pour l'année 2024, donc qui vont soutenir les différentes échelles de l'innovation. Et puis Simon Stoffer qui a accepté gentiment de présenter en français les solutions techniques de stockage de CO2. Donc il vous expliquera ce procédé assez innovant pour cette filière, pour la filière méthanisation. On vous propose on va faire ça en deux temps. La présentation de Léo Bénichou, vous pourrez poser vos questions, puis la présentation de Simon Stoffer et ensuite une autre séquence de questions. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup Armelle et bonjour à toutes et à tous. Écoutez, ravi d'être là. J'avais préparé quelques slides, mais je ne sais plus très bien ce qu'il y a dedans. Donc si c'est pas tout à fait raccord, vous ne soyez pas trop surpris. Et effectivement, le clou du spectacle aujourd'hui, mais c'est la dernière slide, donc accrochez-vous. C'est pour vous tenir éveillé quand même un peu avant. Le calendrier prévisionnel des appels à projets portés par la direction biométhane de GRDF. Et je vais vous donner un petit peu de contexte quand même pour que vous compreniez bien notre action au sein de la filière. Et puis quelques exemples de projets aussi qu'on a produits avec nos partenaires et avec l'écosystème en 2023. Un petit rappel, GRDF est un opérateur d'infrastructures publiques de distribution. On a donc un contrat de service public qui nous lie au gouvernement. C'est signé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, à l'époque Elisabeth Borne, et puis le ministère de l'économie et des finances, à l'époque Bruno Le Maire, je crois que c'est toujours lui. Et dans le cadre de ce contrat, qui couvre l'ensemble des activités de GRDF, un axe recherche et développement, au sein duquel on retrouve un enjeu stratégique crucial pour GRDF, le développement des gaz verts, gaz renouvelables, bas carbone, qui assure la pérennité et la pertinence des infrastructures gaz dans la transition énergétique. Et en particulier, mais je vais y revenir pour vous incarner ça un peu, les différents axes que vous voyez apparaître là et que vous retrouvez ici. Ce petit diagramme vous présente à peu près l'exhaustivité des sujets sur lesquels on est amené à travailler. Et je vous préciserai dans quelle modalité, comment on travaille avec l'écosystème, puisque GRDF ne produit pas de R&D en propre ou très peu. On s'appuie sur des prestataires, sur des partenaires et sur les instituts publics de recherche pour travailler sur la compétitivité. Voilà, c'est important que les gaz verts, et en particulier le biométhane issu de méthanisation, soit compétitif par rapport aux fossiles. Alors bien sûr, c'est plus facile quand l'énergie fossile paye pour les externalités et on parle prix du carbone évidemment, mais bon, on n'est pas encore à la parité réseau comme ça peut être le cas sur l'électricité solaire. Aujourd'hui, vous connaissez à peu près les ordres de grandeur. 30 € le mégawattheure sur le fossile, entre 100 et 150 € pour le biométhane de méthanisation. Voilà, il y a des progrès à faire. Il faut maîtriser les coûts, mais aussi sécuriser les gisements. Vous voyez par exemple les sujets biodéchets, les sujets CIV, culture intermédiaire à vocation énergétique. C'est à travers ces axes et ces programmes de recherche qu'on travaille sur les sujets agronomiques, sur les sujets impact du changement climatique, à l'amont, à l'aval, c'est-à-dire comment le climat influence ou rend plus pertinent certaines variétés dans certaines conditions pédoclimatiques pour les cives, ou comment les cives permettent d'augmenter le stockage de carbone par les sols. C'est notamment le sujet d'une thèse qui a été soutenue en 2023. Camille Launay pour la citer. Voilà, donc gagner en compétitivité, un axe important. Vous voyez à peu près la répartition de notre effort, puisque le levier principal dont dispose GRDF pour soutenir et stimuler la recherche dans la filière, c'est un levier financier. Vous voyez à peu près la proportion des budgets alloués dans le camembert central.
Deuxième axe très important, l'adaptation des infrastructures. Et là, on est vraiment dans le cœur de métier de l'opérateur de réseau. Ça a été évoqué très largement dans la table ronde de ce matin par les collègues gaziers et les syndicats d'énergie pour ceux qui ont pu assister. Mais en gros, on parle de maximiser la capacité d'accueil des réseaux pour les productions méthanisation. Flexibilité du réseau, modulation, mais aussi, pas seulement en volume et sur les enjeux de saturation, mais en qualité. Et ça, c'est un programme assez récent, mais on investit fortement le sujet de l'oxygène en concertation avec les autres opérateurs gaziers, mais on travaille en gros sur tout ce qui est susceptible de freiner le développement de la filière, et les taux d'oxygène dans le biométhane en sont un. On a un axe qui est plus prospectif, mais où on travaille beaucoup avec nos collègues de la stratégie sur les nouveaux moyens de production, donc des filières qui sont moins matures, mais qui sont en synergie avec la méthanisation, et notamment sur la méthanation biologique. On pense qu'il y a beaucoup de synergies à travailler au niveau technique pour valoriser le bio-CO2 issu de méta en biométhane. On travaille sur la sécurité, ça c'est un défi de le faire en R&D. C'est pour une filière émergente un enjeu important d'industrialisation, de professionnalisation aussi. Et on pense qu'on peut mobiliser la recherche et notamment les sciences cognitives pour améliorer ces enjeux de sécurité sur l'exploitation des sites. Et last but not least, très important, les différents compartiments environnementaux, au premier rang desquels la performance climatique de la méthanisation, c'est-à-dire ok, on remplace du fossile, mais à quelles conditions on a une performance d'un point de vue des émissions de gaz à effet de serre qui est bonne. Et on travaille du coup beaucoup sur les émissions de méthane. Mais aussi voilà, ressources en eau, biodiversité, qualité des sols, digesta, tous ces sujets-là sur lesquels on travaille essentiellement avec des instituts de recherche comme l'INRAE, dans un axe de production de connaissances qui servent à orienter les pratiques sur le terrain dans le sens d'un développement vertueux de la méta. Je l'ai dit rapidement, mais voilà les différentes façons dont nous opérons pour financer de la recherche et de l'innovation dans la filière. Des partenariats académiques que je viens d'évoquer avec l'INRAE, CNRS, CEA, INSA Toulouse, AgroParisTech, Unilassal, pour les citer explicitement. Et j'ai oublié Ensaya à Nancy. Des appels à projets, et je vais y revenir. On trouve cet outil d'innovation ouverte très très utile, et j'en redirai un mot très concrètement avec les sujets qu'on vous propose pour 2024. Et puis quand on a des besoins plus ciblés, et comme on est soumis à la commande publique de façon très classique, des appels d'offres orientés plutôt vers des bureaux d'études ou des cabinets de conseil. Là, il y a deux exemples. Ouais, bon, on va passer rapidement parce que le plus intéressant, c'est quand même qu'on parle du calendrier des appels à projets. Mais en 2023, on a livré, et c'était en très bonne intelligence avec le CTBM, Centre technique biogaz et méthanisation de la T2E, et le comité stratégique de filière nouveaux systèmes énergétiques, CSFNSE, ce guide toutes les clés, les bonnes questions à se poser pour un producteur de méthanisation sur la valorisation de son CO2. C'était une façon pour nous de synthétiser les résultats de 2 années d'appels à projets et de projets lauréats soutenus dans le temps, des études locales, territoriales, des expérimentations, du retour d'expérience et des business plans aussi, pas mal, sur les coûts des équipements, les critères techniques, les seuils de pertinence économique, etc. Donc, il est évidemment en accès libre, et c'était pour nous une façon de capitaliser les informations collectées au fil de 6 appels à projets menés en région sur la valorisation du CO2 de méthanisation. Et je tiens à remercier au passage Voltigital et Yele qui ont réalisé ce guide. Je crois que Voltigital est présent sur le salon. Et puis un autre exemple de projet qu'on a mené avec l'INSA de Toulouse, qui avait été présenté d'ailleurs il y a 2 ans aux Journées Recherche et Innovation. Ne manquez pas à Pau du 24 au 26 mars 2024, les Journées Recherche et Innovation Biogaz. Fleximeta, où on a regardé quelle était la sensibilité des consortiums bactériens. Enfin, je dis on, c'est les équipes de l'INSA de Toulouse et leurs partenaires sur la région, sur l'agro, Inéo. La sensibilité des consortiums bactériens à des fluctuations dans les intrants. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont regardé dans ce petit pilote de 10 mètres cubes, qu'est-ce qui se passe si la cantine ferme et que j'arrête d'alimenter en biodéchets le digesteur, comment ça répond quand je recommence à alimenter, etc.
Ça, c'était le premier axe du projet. C'était vraiment axé sur la biologie, la stabilité de la biologie, la capacité des consortiums bactériens à résister à la famine et à redémarrer, etc. Et puis, il y a une deuxième partie du projet. Et je me rends compte que c'est pas la bonne slide. Si, à peu près. Bon, en gros, ils ont bossé plutôt avec Solagro là, sur des modèles et sur des unités de type agricole pour regarder comment, en utilisant des intrants dont les potentiels méthanogènes s'expriment assez rapidement, des intrants avec une cinétique élevée, on pouvait utiliser les cives, par exemple, pour moduler la production. Et notamment passer les creux quand il y a des épisodes de saturation réseau sur des week-ends, etc. Et si je vous parle de ce projet-là, c'est parce que pour faire écho aux présentations de ce matin, il nous semble que c'est un axe de recherche fertile sur des échelles de temps effectivement qui permettent de passer des épisodes de saturation courts. Comment moduler la ration en fait pour faire évoluer la production et éviter du torchage en fait, hein, éviter d'avoir une production trop importante qu'on est obligé de torcher. Mais aussi sur des échelles de temps un peu plus longues, et j'y viens tout de suite. Après vous avoir précisé comment ça fonctionne un appel à projet GRDF. En gros, c'est assez classique, hein. On lance un sujet, et c'est le cas aujourd'hui. Le suspense est intenable. Il y a un délai d'ouverture pour candidater. Ça se passe sur innovation.grdf.fr. On analyse vos dossiers, on réunit un jury. Et puis on soutient. Alors les soutiens, ils sont le plus souvent en cofinancement. On aime bien ne pas être les seuls à financer le projet parce que ça permet d'attester que ce projet il intéresse pas que GRDF, qu'il a un intérêt plus large pour les acteurs qui se mettent en consortium ou pour l'acteur qui vient et qui cofinance. Et c'est des enveloppes qui vont de 20 000 à 60 000 euros typiquement, avec des modalités d'attribution des dotations qui sont assez peu contraignantes, il faut le dire, par rapport à d'autres guichets de financement de l'innovation. Voilà. On essaye de faire en sorte que ce soit le plus simple pour les porteurs, tout en ayant évidemment des grilles d'évaluation des dossiers qui sont des critères qui sont publiés à l'avance et qui sont respectés pour assurer l'impartialité du processus. Et donc voilà le calendrier prévisionnel 2024 des appels à projets portés par la direction biométhane. Avec quand même, je précise sur prévisionnel, c'est-à-dire que pour ceux qui suivent de près les enjeux de financement des opérateurs gaziers, on attend une délibération de la CRE sur les moyens alloués au financement de la R&D. Donc on peut s'engager que sur les deux premiers là, qui vont être en fait lancés en même temps. Et puis pour les autres, c'est plutôt une façon de vous dire, voilà, nous on perçoit qu'il y a des besoins dans la filière aujourd'hui sur ces sujets-là, qui matchent un dispositif, qui peuvent être adressés par un dispositif d'open innovation de type appel à projet. On est à l'écoute des retours que ça pourrait susciter. Si vous pensez que c'est une bonne idée, une mauvaise idée, qu'il faut le faire différemment, voilà, c'est plutôt pour feed for thought, nourrir la réflexion et le dialogue. Donc voilà, veillez bien au code couleur entre ce qui est ferme et qui va être lancé, c'est-à-dire les deux premiers là, février-mars. Et puis les choses qui sont plutôt sur la deuxième partie de l'année et pour lesquelles on sera ravi de discuter, mais sur lesquelles on ne prend pas d'engagement à ce stade. Vous voyez dans la petite colonne à votre gauche les cibles, puisque ces appels à projets ils s'adressent en priorité à certains types d'acteurs dans la filière, soit des consommateurs de gaz, soit des constructeurs, des équipementiers, ou plutôt des bureaux d'études, des acteurs académiques, laboratoires. Voilà. Et comme je vous le disais, en écho à la conférence de ce matin, ce qui va nous occuper sur ce premier et deuxième trimestre 2024, c'est vraiment le sujet de la flexibilité du réseau. Donc en fait, il faut vraiment lire ensemble ces deux lignes bleues là du haut, qui sont comment, soit en amont par rapport à ce que je vous présentais sur Fleximeta, et peut-être sur des échelles de temps plus longues aussi, on peut moduler la production pour équilibrer le système gaz, et notamment en période estivale où les consommations sont plus faibles. Est-ce qu'il serait possible de baisser la production? Est-ce que ça viendrait trop dégrader l'équilibre économique des projets? En gros, si je dis que je vais surdimensionner un petit peu pour pouvoir produire plus l'hiver, ça veut dire que mon capex va être moins rentable en été, quoi. Les cuves sont un peu trop grandes, il y a besoin de plus de stockage, etc. Donc on voudrait, en ciblant des bureaux d'études et des constructeurs, vraiment regarder les conditions de viabilité technico-économique de cette idée de modulation. Et on pense que c'est pertinent, notamment parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité, quand on est producteur biométhane, d'annualiser sa Cmax. On n'a plus besoin de produire mois par mois un volume donné, mais on va pouvoir assurer une forme de modulation, au moins du point de vue contractuel.
Et puis du côté des exutoires, enfin de la consommation, ça c'est la première ligne, et ça a été présenté parce qu'on s'en est fortement inspiré par Sorégie ce matin, comment on peut mettre en place des expérimentations autour du partage de données, de la coordination d'informations. Tiens, moi je vais faire ma maintenance à tel moment. Tiens, moi j'ai une interruption de mon process et donc ma consommation de gaz va baisser. Donc attends-toi à ce que la pression monte sur le réseau, ça va peut-être saturer un peu. Voilà. Donc coordination, partage d'informations et éventuellement en allant jusqu'à des contrats de flexibilité, c'est-à-dire ah bah, si tu m'aides à torcher moins de gaz, c'est de la valeur en plus pour moi producteur. Est-ce que je pourrais en partager une partie avec toi consommateur qui adapte tes process pour m'aider à torcher moins de gaz, quoi, voilà. Donc c'est ça qu'on a envie d'aller expérimenter. Et donc là, on veut vraiment soutenir le développement de dispositifs d'expérimentation, de partage d'informations. Et j'en discutais sur la pause déjeuner là, avec les acteurs de GRT Gaz aussi qui sont partenaires du projet et qui ont développé cette plateforme Gaz du coin. Bon, je ne l'ai pas enregistré, le gaz près de chez moi. C'est comment on fait pour que cette plateforme elle soit utilisée en fait. Qu'est-ce qui fait qu'un industriel, en gros, à partir de combien de zéros sur la compensation dans le contrat de flexibilité, il est motivé pour partager ces données. Voilà. Et donc pour la deuxième partie de l'année, des questions qui portent plutôt sur les digestats, sur les effluents industriels. Alors digestats sur les couvertures des lagunes, des fosses, donc maîtrise des émissions d'azote, méthane, mise en conformité pour peut-être des rétrofits qui peuvent être assez contraignants. Donc on va chercher des solutions très techniques là. Valorisation des digestats par post-traitement, là plutôt les questions de évapoconcentration, stripping, séparation de phase, filtration membranaire, etc. Pourquoi ces solutions ont du mal à émerger? Est-ce qu'il y a des sujets de recherche autour de ça? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'expérimenter ou de partager leurs expériences? Des questions toujours autour de l'énergie, autosuffisance énergétique ou réduire la dépendance énergétique, notamment sur les consos d'électricité. On a vu dans les derniers arrêtés tarifaires des incitations, hein, c'est les ratios de consommation d'énergie qui vont potentiellement moduler le tarif, donc une incitation forte à ce que les méthaniseurs consomment moins d'électricité. On veut soutenir les innovations sur ce sujet-là. Et puis, last but not least, puisque je vais passer la parole après quelques questions à mon camarade, des solutions séquestrant le bio-CO2 de méta. C'est-à-dire vraiment comment faire en sorte que la méthanisation qui permet de concentrer ces flux de bio-CO2 qui ont été captés par la photosynthèse soit séquestrée. Et donc là, on contribue au BECS, là, Bioenergy Carbon Capture and Sequestration. Puisque si on regarde les graphiques du GIEC, y a une grosse tranche verte en dessous de la ligne des abscisses et qu'il va falloir s'y mettre, quoi. Donc on pense que c'est le bon moment pour commencer à investir en synergie avec le développement de la filière méthanisation, évidemment. Donc beaucoup de sujets, beaucoup d'opportunités. Est-ce que ça fait émerger des questions, des demandes de précision sur ces appels à projets présentés par Léo? Oui, non? On diffusera, je ferai un petit écho LinkedIn. Je ne sais pas quelle est la célérité de Bio360 pour mettre en ligne les contenus, mais bon voilà, sur mon LinkedIn, ce sera dans quelques jours. Et puis on diffusera dans la newsletter GRDF aussi pour être sûr que cette info est bien disponible. Oui, c'est ça. Sinon, innovation.grdf.fr. Ou est-ce qu'il y a des retours d'expérience par rapport à ce qui a été présenté aussi, ou des solutions techniques qui peuvent... Soit ils sont tous endormis, soit j'ai été très clair. Voilà. Soit ils n'osent pas. Si madame voulait... non. C'est toujours la première question qui est la plus difficile, mais vous inquiétez pas. Il n'y a pas de mauvaise question. Bon, après, on peut aussi passer la parole à Neostar. Oui, mais il y a monsieur qui a une question. Si vous pouvez vous présenter. Alors, excusez-moi, vous avez dû voir qu'il y a une traduction simultanée. Donc, on part du principe que vous posez votre question en français. Par contre, si vous posez votre question en anglais, prévenez si vous allez poser votre question en anglais qu'on puisse switcher sur la traduction. Non, donc Alexandre de Lemével, je travaille chez Suez et je me posais une question, c'est sur les projets de recherche sur la partie valorisation digesta.
parce qu'il y a quand même beaucoup de voies envisagées, beaucoup de voies possibles. Vous évoquez que quelques parties. Est-ce que justement, ce serait plus orienté vers des projets de recherche sur des systèmes de conversion pour produire encore plus de gaz? Je pense à des conversions thermochimiques, par exemple. Vous pensez à la gasification hydrothermale? Par exemple, oui, aussi. Ou des questions sur, là c'est plus compliqué, sur des bilans entre si on vient sécher la matière ou si on vient essayer de la travailler pour amener à faire à une teneur qui permette de passer par exemple sur de la gasification sec ou sur des procédés de carbonisation, enfin voilà en fait. Ouais. Merci beaucoup pour votre question. Et effectivement, donc, des voies de production, d'autres voies de production de gaz renouvelable, bien sûr, on est intéressé et on soutient d'une certaine mesure. C'est pas dans mon périmètre thématique. Nous, on s'intéresse en particulier dans ça s'appelle un projet potentiel, là, plutôt à des choses qui sont lever le verrou de la difficulté de trouver des surfaces d'épandage, etc., pour les projets de méthanisation assez classiques. C'est plutôt ça l'orientation. On peut envisager des choses qui seraient de l'ordre de comment transformer mon digestade, qui est plutôt au statut déchet, en un produit, atteindre des caractéristiques de fertilisantes, etc., qui soient normées, réduire les volumes pour pouvoir les transporter un peu plus loin. C'est plutôt ces enjeux-là qu'on pense adresser à travers cet appel à projet. Merci pour l'éclaircissement. Mais par ailleurs, GRDF s'intéresse aux autres voies de valorisation. Effectivement. C'est pas le même cadre, c'est ça que... Tout à fait. Ouais. Il faut plutôt discuter avec mes collègues de la cellule gaz vert stratégie. Étienne Goudal qui est sur place et Étienne Philippe qui sera là demain. C'est les deux Étienne. Très bien. D'autres questions d'éclaircissement? Oui, non, pas pour le moment. On va enchaîner avec effectivement Simon Stoffer. Et puis, vous pourrez revenir sur des questions à Léo Bénichou si besoin. Alors, je pense qu'en appuyant, on va passer à la... Enfin, on va finir cette... Oui. Non, ça marche pas? Non. Alors, ça va être bon maintenant, je pense. Essayez. Essayez d'appuyer. Oui, c'est bon. Et retour. Oui. Parfait. Allez-y, je vous laisse la parole. Bon, merci beaucoup aussi Léo pour l'introduction. J'essaie de parler en français. Je ne sais pas si il peut traduire ça en anglais avec mon accent. Ça marche? Oui, très bien. Donc, bienvenue. Neustark, c'est une société jeune de la Suisse. Et ce qu'on fait, c'est la séquestration, le stockage du CO2 permanent dans des matériaux minéraux recyclés. Des matériaux minéraux recyclés, ça peut être du béton démoli, béton recyclé. Donc des bâtiments démolis, c'est broyé, tamisé et réutilisé pour faire du nouveau béton, remplaçant du gravier et sable, ou bien pour routière. Et des autres matériaux minéraux peuvent être mâche-fer ou les cendres des processus d'incinération de déchets, d'incinération de biomasse. En moyenne, une tonne de béton recyclé peut minéraliser, absorber 10 kg de CO2. Par contre, une tonne de mâche-fer peut absorber 20 à 30 kg CO2 par tonne. Cette absorption ou minéralisation, c'est l'hydroxyde calcium qui réagit avec le CO2 pour être calcaire. Donc, et le calcaire, ça reste dedans dans le béton recyclé. Et pour ça, c'est un stockage, une séquestration permanente. Voilà. Donc, on a ce procès de recyclage de ces déchets minéraux
avec une chaîne de valorisation. Et nous, ce qu'on ajoute, c'est la chaîne valorisation pour le stockage du CO2. Donc on intègre ça dans le procès existant du recycleur. On vend une installation stockage au recycleur. C'est un réacteur qui peut être un silo, un doseur, quelques réacteurs avec un volume significant. Et le béton recyclé est dedans sous atmosphère CO2 pendant quelques heures. Donc après 2-3 heures, on a déjà une saturation importante de 70-80%. Le plus long, le mieux, mais normalement, comme il faut intégrer dans le procès de convoyage du recycleur, 2 à 3 heures, c'est le normal. Donc, c'est nous, Neustark, qui a les sources de CO2. Donc, on travaille avec des usines de biométhane. On fait la liquéfaction, le captage liquéfaction du CO2 biogénique. Ce CO2 liquéfié est transporté sur site du recycleur. On lui vend ce CO2 et on génère des certificats CDR, donc des certificats élimination CO2. On les vend sur le marché volontaire à des entreprises avec des cibles net zero pour compenser leurs émissions non réduisables. Donc, et un part de ces revenus, on paye aux recycleurs de béton, de mâche-fer, comme frais de stockage pour ce qu'il peut amortir son investissement dans l'équipement. Donc, ces usines recyclage, ils ont normalement une capacité de minimum 50 000 tonnes par année du béton recyclé, jusqu'à 200-300 000. Et c'est-à-dire on peut stocker entre 500 à 2000 tonnes et avec un recycleur de mâche-fer jusqu'à 5000 tonnes par année de CO2. Donc ça se voit comme ça. On a le béton démoli, broyage, tamisage, quelquefois lavage. Et après on a la liquéfaction CO2. Le transport normalement dans les isotainers et enfin le site stockage toujours avec une citerne tampon pour être indépendant des livraisons pendant 2, 3, 4 jours. On a un évaporateur passif pour injecter le CO2 sous forme gazeuse au bout du réacteur. En ce cas, c'est un silo existant et on a mis notre système d'injection dedans. Donc on remplit le réacteur et la réaction, comme j'ai expliqué, se fait pendant ces heures. Il y a aussi des silos nouveaux, Greenfield, qu'on fournit, comme ici un silo avec 2 chambres, avec un élevateur, un doseur. Et à gauche, vous voyez le trémie tampon, citerne tampon pour le CO2. On a aussi des installations semi-mobiles. Ça, c'est le cas pour notre client Holcim en Suisse, qui a plusieurs sites de recyclage de béton. Et chaque 2-3 mois, ils font une relocation de cette machine pour traiter tout le béton recyclé qu'ils ont sur ces sites. Il faut savoir que ces recycleurs béton, ils ont un radius assez limité. Donc normalement, ils travaillent sur 50 km parce que 100 000 tonnes par année, 200 000 tonnes, c'est beaucoup de camions. Et normalement, ils sont aussi localisés proche des grandes villes, proche de la urbanisation, donc où beaucoup de monde
vif, il y a beaucoup de béton démoli, il y a aussi beaucoup de marche-fer. On a aussi une solution en développement mobile, totalement mobile, parce que quelques de ces recycleurs, ils travaillent sur des sites démolition des grands bâtiments industriels, et ils sont là pour quelques semaines, quelques mois, une année, et tout leur équipement est mobile. Donc ici, c'est une solution sur un trailer avec 5 chambres et on peut travailler en continu ou en semi-continu en remplissant une chambre, décharge l'autre et 3 chambres sont sous atmosphère CO2. On a au moment 13 installations de stockage en opération, donc 12 en Suisse et une en Allemagne, près de Berlin. Et on a 17 projets sous construction. Surtout en Allemagne, Autriche, Suisse. On a un projet en Angleterre, Royaume-Uni, à Londres. Et comme source, on a quelques-uns en Suisse, une en Allemagne et 3 projets sous construction en France. Donc région Paris, Alsace et près de Belfort. Donc il faut toujours un peu équilibrer projet source et projet stockage. En France, nous sommes plus avancés avec les sources qu'avec les projets stockage. En Allemagne, c'est au contraire. Et vos sources en construction sont des unités de méthanisation, de biométhane? Oui, les sources sont tous des biométhaniseurs. Biométhaniseurs. Oui. D'accord. On regarde aussi quelques autres types de sources, comme les usines, les distilleries, les usines bioéthanol, le BECS, captage des gaz d'échappement de centres de biomasse, combustion biomasse. Mais le CO2, des biométhaniseurs, c'est le plus facile pour capter. Donc, et il y a un très grand potentiel. Donc, oui, donc c'est l'Europe qu'on va grandir, comme j'ai dit, France, Allemagne, Autriche, Suisse, Benelux et Royaume-Uni sont les prochaines stations. Donc au moment, nous avons une capacité annuelle d'environ 6 000 tonnes par année de stockage. Fin de cette année, le but c'est 60 à 70 000 tonnes capacité annuelle de stockage CO2. Et le grand but, c'est en 2030 d'avoir une capacité annuelle d'1 million de tonnes CO2 stockées. Donc on est vraiment une scale-up. Ouais. Bon, ici quelques exemples. Ça, c'est le site de stockage en Allemagne, près de Berlin. Ils ont 200 000 tonnes de recyclage. Pas seulement béton, il y a aussi des briques dedans. Pour ça, le potentiel est un peu moins que le 10 kg que j'ai dit au principe. Parce que les briques, ils ne réagissent pas avec le CO2. Un projet pareil en Suisse pour un grand site industriel, une usine de papier qui va être démolie pendant 3 années. Et tout ce béton est recyclé, carbonisé et réutilisé pour construire des bâtiments. Donc ça, c'est un projet près de Nantes. Ce n'est pas signé encore, mais j'espère en quelques semaines, avec un site mobile, avec broyeur pour le recyclage du béton et avec notre solution mobile. Oups, c'était trop vite. Donc ça, c'est une source qu'on a en Allemagne avec la liquéfaction, une citerne temporale. Ici, maintenant, ils ont installé une citerne plus grande avec 50 mètres cubes pour avoir plus long du tampon. Important pour nous, ce sont les émissions grises. Donc, on ne peut que vendre le certificat pour le CO2 stocké en net.
Donc il faut réduire toutes les émissions qu'on a eues pour la liquéfaction, pour le transport et aussi pour le stockage. Mais la liquéfaction, ça prend 200 à 250 kWh d'électricité par tonne. Et le transport, ici, c'est pour 100 km, a aussi des émissions gris. Pour l'électricité, il nous faut considérer l'empreinte CO2 du mix électrique du pays où la liquéfaction est située. Donc, c'est-à-dire en France, c'est bien, en Suisse aussi, mais dans des autres pays comme l'Allemagne, l'empreinte CO2 est assez plus haut. Donc, c'est-à-dire en France, on peut transporter plus loin pour avoir les mêmes émissions gris comparées avec l'Allemagne. Et c'est-à-dire, c'est pour nous intéressant aussi d'avoir des sources CO2 proches à la frontière à l'Allemagne, en Alsace, par exemple. Avec une mix électricité suisse ou français, on atteint une efficacité d'élimination de 93%, c'est-à-dire de 1000 kg CO2 captés à la source. On peut vendre 930 kg de certificats équivalent CO2. Nous sommes certifiés par Gold Standard, c'est un certificateur connu sur les marchés volontaires plutôt. Et ça nous permet de vendre ces certificats à des grandes entreprises aussi, donc des banques, des assureurs, des entreprises tech, IT comme Microsoft. Et ce sont toujours des contrats long terme, donc plusieurs années, 5, 10, même 15 ans de durée, avec un certain tonnage de certificats par année. Et ça nous permet d'avoir aussi des contrats long terme avec les recycleurs et les sources de CO2. Donc on parle de 3, 5, 6, 7 années de durée avec un prix fixe, normalement connecté au prix d'électricité de la site. C'est bon? Non, c'est pas fini. Pas fini? Juste 2 minutes si on veut avoir le temps de prendre une ou deux questions. Oui. Ok, donc Neustark, c'est une jeune société fondée en 2019. Nous sommes maintenant 55 salariés. Moi, je suis le plus vieux. Donc, c'est une équipe très dynamique, très jeune. Voilà, c'est fini maintenant. Merci beaucoup pour votre attention. Très bien, merci pour cette présentation qui, effectivement, illustrait sur un cas concret les perspectives d'innovation sur des nouvelles briques de la filière. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui vous a été présenté? Pendant que vous réfléchissez, je peux poser la première si ça t'embête pas, Armel. Vas-y, et il y a une question au fond là-bas. Du coup, quels sont vos enjeux de recherche et développement actuels? Pensez surtout avec... on est en train d'avoir une solution moins chère pour des quantités plus petites des recycleurs avec une tente pour toutes capacités qui sont environ 20 000, 30 000 tonnes par année. C'est une chose et aussi une solution pour carbonisation liquide des cendres de la combustion de papier et pour récupérer la calcaire sous forme propre. Très bien, allez-y, si vous pouvez vous présenter et poser votre question. Oui, bonjour, Erwan Le Boucher, bureau d'études S3 d'ingénierie. Merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une question concernant les conditions opératoires de vos réacteurs, parce que j'ai cru comprendre que vous utilisiez potentiellement des silos déjà existants, où vous pouviez intégrer vos réacteurs. Ma question, c'est est-ce qu'elles fonctionnent à température et à pression, température ambiante et à pression atmosphérique, où vous avez besoin d'apporter l'énergie grise pour monter en température les réacteurs, pour les monter en pression pour que la réaction de carbonatation se fasse bien. Voilà. Non, c'est atmosphérique, pression atmosphérique et température ambiante, mais la réaction est exotherme, donc le béton se chauffe 1 ou 2 degrés, plus ou moins.
Mais aussi l'évaporateur, c'est un évaporateur passif. Donc avec l'air ambiant, le CO2 liquide se fait en gazeuse. D'accord, merci beaucoup. Alors moi éventuellement j'avais une question. Est-ce qu'aujourd'hui dans le modèle économique, il vaut mieux valoriser du CO2 séquestré ou le valoriser, je veux dire en alimentation, en véritable usage, quoi. Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est un marché qui est concurrentiel au marché existant, par exemple de la production de coca, ou est-ce que c'est plutôt pour augmenter les volumes totales à l'échelle européenne, par exemple, de capacité de recyclage du CO2? Donc ça dépend vraiment de la région. Il y a des régions, le marché alimentaire est assez saturé, et il y a des autres régions, non, avec une demande CO2 alimentaire importante. Donc la différence, c'est pour faire du CO2 alimentaire, il faut plus d'investissement, donc demi-million d'euros pour analyse et sécurisation, qualité et tout ça. Et nous avons que besoin d'une qualité industrielle ou même moins. Par exemple, hier, dans la visite organisée par le Salon, on est allé à côté de Nantes voir l'installation qui valorise le CO2 dans des serres. Oui. Donc, on va dire que vous êtes au niveau de la qualité serre, par exemple? Oui, au moins. Oui, Ouais. d'accord. Oui. Mais on achète ce CO2 parce que les serres, il y a assez de saisonnalité. En hiver, ils utilisent plus que rien. Et si nous avons une demande, nous achetons ce CO2 aussi. D'accord. Oui. Très bien. Oui. Oui, bonjour, Jérôme Boucher pour Biogaz Magazine. J'ai une question, moi, sur qu'est-ce qu'apporte le CO2 au béton? Est-ce que ça apporte une valeur ajoutée pour le stockage de ce béton? Et ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est est-ce que vous arrivez à avoir du béton un peu partout? C'est-à-dire, est-ce que ça pourrait être des circuits courts entre le captage et l'utilisation? Oui, donc la question c'est s'il y a une valorisation pour le béton. Oui, en plus du stockage, est-ce qu'il y a un intérêt qualitatif du matériau béton après Oui, donc qualification? ça dépend un peu du mix du nouveau béton. On peut réduire un peu le ciment. Donc ça, c'est un intérêt. Mais le recycleur ou le cimentier, l'usine béton, ne peut pas vendre ce béton à un prix plus haut pour le CO2 qu'il est dedans, parce que ça serait un double comptage. Donc on a quelquefois des contrats qu'un pourcentage de certificat est réservé pour le béton. Comme ça, il peut vendre un béton réduit en CO2. Mais il faut payer attention d'éviter une double comptage. Oui, mais est-ce que ça change ou est-ce que ça améliore l'usage qui va être fait après de ce béton, une fois qu'il est il a absorbé du CO2? Ça dépend un peu de la régulation d'un pays avec le béton. Pour exemple, en Suisse, le béton recyclé s'utilise presque 100% pour béton frais. En Allemagne, c'est que quelques pourcents pour raison de réglementation pour le béton. Et en France, je pensais plus ou moins entre les deux. Oui. Très bien. Si il n'y a pas d'autres questions, on va devoir clôturer cette conférence parce qu'il y en a une qui enchaîne. Donc, je vous remercie pour votre participation. Vous pouvez bien entendu rester pour la prochaine conférence que je vais par ailleurs animer. Je remercie Léo Bénichou et Simon Stoffer de leur intervention, et je pense que vous restez éventuellement disponibles juste un petit peu plus loin, parce que vous ne pouvez pas rester dans la salle de conférence, mais un petit peu en dehors s'il y a des questions particulières à vous poser. Juste si tu Merci. me donnes 10 secondes Oui. pour remercier l'ensemble de nos partenaires académiques, industriels, associatifs,
et puis mes collègues de la direction biométhane avec qui on travaille en R&D et qui sont pour une partie d'entre eux dans la salle, Vincent, Gaëtan, Ludovic. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. C'est noté. Aussi de ma part, et il me faut partir en 5 minutes, mais nous avons un petit stand en 2,28 avec CO2 Value Europe. Si vous avez des questions, bienvenue là. Très bien. Merci.